faire gagner Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Je ne crois plus en rien. Moi, j'étais persuadé que Raymond Barre était l'homme au-dessus de tout soupçon. Alors pour les plus jeunes, on va rappeler que Raymond Barre était Premier ministre de la France sous Giscard. Giscard, d'ailleurs, disait de lui, c'est le meilleur économiste de France. C'est bien pour ça qu'il mettait son pognon ailleurs, d'ailleurs, il a bien compris. Il a été maire de Lyon, il a été candidat à l'élection présidentielle, il a fini troisième, c'était en 1988. Raymond Barre, c'était l'apôtre de la rigueur, hein. Quand Raymond Barre était aux affaires, il n'y avait pas de déficit, pas de dette en France. Eh bien, on apprend selon le Carnet enchaîné que le même Raymond Barre planquait son argent en Suisse. Il aurait caché l'équivalent de 7 millions d'euros au fisc français dans des coffres-forts suisses. On l'a appris parce que les enfants, ils ont récupéré l'argent, ils ont dû payer une petite amende. Qu'est-ce que vous en pensez, Johnny? Raymond Barre, tu l'aimais bien? Tout à fait. Déjà, les enfants ont payé. Donc, oui, ils sont obligés. Tout est en règle. Oui. Voilà, donc. Non, c'est quand même étonnant d'apprendre qu'un ancien Premier ministre de la France avait de l'argent caché en Suisse. Après, comme par hasard, c'est Mediapart qui réussit ça, ils aiment bien brasser la merde. C'est le Canard enchaîné. Mediapart, le Canard enchaîné, je veux dire, mais quelque part. Ils font leur boulot, ils donnent les infos, voilà, désolé. Un mec qui est enterré depuis des années, ça te fait quoi d'apprendre ça? Ça change quoi? Qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui? Ça dit peut-être que l'homme qui se présentait comme étant très rigoureux, très honnête. Moi, je regarde, j'aimerais que les comptes du pays soient dans l'état qu'ils étaient quand. Tu t'en fous, toi, c'est pas grave. Et aujourd'hui, je vais te dire un truc. Si tu dois aller chercher tous les mecs qui ont mis de l'argent en Suisse, mais je te parle pas d'aujourd'hui, je te parle parce que là, on est tout le temps en train de juger, je vais dire, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà. Parce qu'on le savait pas forcément, il avait caché. Enfin, non, c'est pas grave, toi, tu banalises. Moi, je vais dire, cette France où on passe notre temps à regarder dans le rétroviseur me sort par les yeux. Je n'en peux plus. On aime bien. Alors, on va se flageller pendant une demi-heure, on va être content. Voilà, c'est bien. Allez, hop, on passe à autre chose. Très bien, donc très bien. Alors là, parfait. Donc c'est normal. Je m'en contre. Ok, Fatima. Bon, alors, plusieurs choses. J'ai entendu comme argument pour défendre, oui, mais c'est l'époque, tout le monde faisait ça. Oui, c'est ce que disait Balkany aussi. Voilà. Tout le monde avait tout le monde a un compte en Suisse, paraît-il. Alors déjà, ce n'est pas parce que tout le monde a une pratique qui n'est pas... C'est pas parce que tout le monde a une pratique qui n'est pas légale que ça devient légal. Ou alors... Bon, voilà. Alors, lorsque j'ai entendu cette nouvelle, j'ai eu la phrase de Gilles William en tête, qui est la suivante. La dernière fois, j'avais été... Non, mais c'était la seule fois où j'étais d'accord avec toi, vraiment. C'est lorsque tu disais, quand on me chante la messe, je vérifie mon portefeuille. C'est-à-dire se méfier des personnes qui ont vraiment un discours de quand on fait la leçon, il faut avoir les fesses propres. Et Raymond Barre faisait un peu la leçon quand même. Hein. Donc, voilà, notamment face à Jacques Chirac. Je me suis dit, ça vient illustrer la phrase de Gilles William. Donc c'était ma deuxième pensée. Et enfin, la dernière, c'est inquiétant quand même, parce que si celui qu'on présentait comme le meilleur économiste de France, comme en plus un ministre, donc quand on est ministre, on a une certaine idée de son pays, on est au service de son pays quand même. Enfin, c'est pour ça qu'on devient Premier ministre. Enfin, j'imagine. Oui, mais bon. Et on se dit, lui, le meilleur économiste de France, met son argent hors de France. Quel est le message pour nous? Pour moi, madame tout le monde. Quel est le message? Que les règles fiscales, c'est pour les autres, mais pas pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre pays? Si on se dit, tiens, alors... Mais c'est comme Cahuzac, c'est la même chose. C'est un peu... si, c'est pareil. La somme est plus importante. La somme est plus importante que pour Cahuzac. Mais bon, voilà, ça me laisse plein de questions finalement, mais pas une grande surprise malheureusement. Maître Golnadel. Bon. D'abord, moi, quand j'ai tentouillé de défendre Balkany, enfin le défendre en disant que... T'étais pas obligé, hein? Non, je donnais mon opinion. Je suis pas obligé de donner mon opinion et d'ouvrir ma gueule, ça c'est sûr. Non, mais t'es pas toujours obligé d'être l'avocat du diable. Mais je pense... Il adore ça. Je pense justement que de toute façon... Tout dépend de la peine que l'on donne au diable. Moi, j'étais sur la peine. Je considère la peine, c'est autre chose. Encore maintenant que réclamer 7 ans de prison ferme plus l'arrestation à la barre, chose qui ne se fait jamais pour un délinquant primaire, c'est excessif. Je l'ai dit, je me suis fait engueuler comme vous n'imaginez pas. D'accord, mais comme on sort d'années d'impunité, attends. peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, le curseur est un peu trop placé de l'autre côté. Mais avant, c'était l'impunité, on le voit bien. Raymond Barre pouvait avoir son argent en Suisse, ça gênait personne. Laisse-moi dérouler ce que je veux te dire. Bon, donc je maintiens ça, et quand on dit ça aujourd'hui, en 2019, quand on essaye simplement de dire, pas de dire que le type doit pas être puni, mais de dire que quand même là, réclamer des peines qu'on ne met parfois pas à des violeurs, on est dans la folie,
on se fait follement engueuler. Ça ne me dérange pas, vous savez bien, mais je le constate. Quand Johnny Blanc dit qu'à l'époque de Raymond Barre, c'était un sport national, on en parlait à table. On parlait très librement de la manière de baiser l'État. L'État, c'était l'ennemi, et pardon... Sauf que là, c'est un ancien Premier ministre. Laisse-moi aller jusqu'au bout, j'y viens. T'es pas obligé de faire la politique. J'y viens, je veux simplement faire observer à Fatima que la morale, c'est aussi l'état de pensée général de la société. À l'époque, on n'était pas dans la transgression morale lorsqu'on essayait... Non, mais c'est important. Ça, je le dis de manière générale. J'en viens maintenant à la responsabilité des politiques. Oui, tu as raison. La chose que je ne pardonnerai jamais à Cahuzac, jamais, c'est pas tant d'avoir fraudé que, en même temps qu'il fraudait, il avait le discours le plus sévère possible par rapport à la lutte contre la fraude fiscale. Et Barre était aussi un peu père la morale. Souviens-toi, Raymond Barre. Il donnait des leçons à tout le monde. J'y viens. En ce qui me concerne, il y a aussi ça. Moi, quand Balkany, on s'est fait gauler, je suis pas tombé de l'armoire. Quand j'ai défendu le pauvre sénateur Arex pour s'être fait gauler, personne n'est tombé de l'armoire. Mais Barre, sa rigueur, son discours sévère, moi, il m'a jamais trompé. C'était quelqu'un, je l'ai dit de son vivant, donc je le dis, c'était quelqu'un plutôt de méchant. Je savais très bien que Madame Barre, elle allait chez les grands couturiers se servir gratuitement parce que c'était Madame Barre. Moi, je suis pas tombé de l'armoire s'agissant de Raymond Barre. Parce que tu connaissais, tout le monde. Le citoyen qui apprend cette nouvelle, forcément. Je te donne bien volontiers acte que les gens, même pas les crédules, ceux qui effectivement, ils se donnaient tellement de grands airs que je comprends parfaitement la surprise, voire le désappointement des gens en question. Et je considère que de ce point de vue-là, j'en reviens à ce que je te dis, ce que j'aime pas, c'est les gens qui me chantent la messe. Et Monsieur Barre chantait particulièrement bien la messe. C'est ce qui est arrivé à Fillon aussi. Fillon, au-delà de son affaire, ce qui était quand même insupportable, c'est qu'il donnait des leçons en pointant du doigt Nicolas Sarkozy, en lui reprochant d'être mis en examen. Et le jour où vous avez vu le général de Gaulle, vous avez vu le général de Gaulle mis en examen, et ce qui a fait beaucoup le plus de mal, je prétends, c'est son histoire de costard plutôt que son histoire d'emploi fictif. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est à quoi va nous amener cette information judiciaire, parce que sachant que les enfants ont payé l'amende, donc la situation est régularisée. Logiquement. Donc on ouvre une information judiciaire. Alors après, moi j'aimerais bien savoir d'où vient l'argent quand même. Parce que je ne savais pas que Raymond Barre avait de l'argent de côté. Enfin, il y a quand même moi je trouve qu'il y a quand même une question sur l'origine de l'argent. Est-ce que c'est tout à fait légitime oui, est-ce que c'est du financement illégal de la vie politique, ou de etc. la corruption? Ou de la corruption? Bah non. Enfin, toi, Johnny, t'as l'air de balayer. C'est bien sûr. Ben, on juge pas un mort, mais si on juge un mort, excuse-moi, non, on juge pas un mort. Ça lui changera pas grand-chose. Ça change pas grand-chose pour lui. Pardon, c'est pas très grave de se poser la question. On peut quand même se poser la question. La question d'Olivier, elle est légitime sur le plan, je veux dire, intellectuel et économique. Comment il a réussi à placer 7 millions à gauche? Effectivement, on peut penser que ce ne sont pas avec des méthodes extrêmement orthodoxes. Et donc, on pense... À l'époque, c'était encore beaucoup plus facile en matière de corruption de toucher de l'argent liquide. Le liquide est était une matière beaucoup plus rare que maintenant. Et sur les histoires de grands marchés, avec les grandes entreprises, pour les politiques à l'époque, c'était enfantin. Je dis bien enfantin. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'était pas que pour les politiques, c'était tout le business qui était comme ça. Moi, je sais que j'ai discuté avec des mecs qui vendaient des camions à l'époque. Ils me disaient les maquignons venaient acheter des camions avec des mallettes de bifton. Ils payaient des camions, des smirmorques en liquide. Donc attends, excuse-moi, donc il n'y a pas que les politiques. On va laisser Raymond Barre et son coffre en Suisse et s'intéresser à une affaire qui n'en finit plus, mais qui est peut-être en train de vivre son épilogue. C'est l'affaire Vincent Lambert, vous savez, cet homme en état végétatif qui est au cœur d'une bataille familiale et judiciaire, avec d'un côté ses parents qui veulent le maintenir en vie et de l'autre sa femme et une partie de la famille qui estime qu'il faut le laisser justement partir puisqu'il n'y a pas moyen de le sauver, de le soigner, et que lui-même aurait de son vivant estimé qu'il était contre l'acharnement thérapeutique. Le médecin va arrêter de l'alimenter puisque toutes les décisions de justice sont passées, tous les recours ont eu lieu. Je vous propose d'écouter la sœur. J'ai encore beaucoup de mal à y croire. Il y a une forme de déni qui s'installe à force de tous ces rebondissements. Mais oui, j'espère que la fois où on ira, ce sera la dernière.
qu'on respectera enfin son droit. On parle des droits de l'homme, mais il faut essayer de respecter le droit de cet homme-là avec ses idées à lui et respecter aussi tous ses proches qui vivent une projection dans un deuil puis qui en sont privés, là de façon répétée. On peut aussi parler des droits des hommes et des femmes qui entourent Vincent, de ses plus proches, de sa femme, de sa fille, qui ont droit à aussi faire un deuil que Vincent aurait souhaité. Oui, j'espère que ce sera la dernière. On attend et on verra si enfin la libération pourra être possible pour lui. Voilà, c'est la sœur de Vincent Lambert, qui donc est plutôt du côté de la femme aussi, et qui était au micro d'RMC. C'est une affaire terrible, en fait, ce déchirement familial. Bah, c'est surtout ça. Après, quel que soit... déjà, comme le dit la sœur, on a du mal à y croire. Parce que depuis 10 ans, il y a eu trois fois des décisions comme ça et ensuite des recours. Apparemment, là, on nous dit que c'est le dernier. Il n'y a plus de recours possible. Donc là, on approche vraiment vers la fin de cette affaire-là. Vraiment, quel que soit... Je peux me mettre... à la place de tout le monde dans cette affaire. Oui, je parents, peux les de la entendre, femme, de la sœur. les comprendre, et je pense que tous vivent depuis des années des moments très, très, très difficiles. Donc je ne vais pas commenter l'affaire Lambert, mais élargir un peu et parler des directives anticipées. Vous savez que depuis qu'on parle de cette affaire-là ces dernières semaines, les consultations du site sur les directives anticipées ont vraiment augmenté, et j'encourage tout le monde à réfléchir. Parce que là, sur nos propres positions, parce que c'est ce qu'on peut faire finalement. On va pas, c'est pas nous qui allons prendre la décision pour Vincent Lambert, mais ce qu'on peut faire, c'est se mettre d'accord aussi avec sa famille et voir, nous, dans ce cas-là, voilà. Et par rapport aux directives anticipées sur Internet, ou les écrire, se renseigner sur tout ça. Et l'autre question, c'est la question des soins palliatifs. Parce que, comme vous le savez, sans doute, il y avait un plan de 2015 à 2018 sur les soins palliatifs. Ce plan-là s'arrête, nous sommes en 2019, et depuis janvier, de nombreux médecins travaillant au sein des structures autour des soins palliatifs nous disent, attention, tous les budgets sont en train d'être réduits, et s'inquiètent de ça, alors que le nombre de personnes augmente et les budgets, c'est très différent en fonction des régions. Donc il y a ce sujet, au-delà du cas Lambert et des rebondissements, il y a aussi la question des soins palliatifs d'une population vieillissante et de cas qui vont se poser de plus en plus, même si là on parle d'un accident. Voilà. C'est un accident, c'est quelqu'un qui peut rester en vie des années encore. Derrière. Johnny Blanc. C'est compliqué de se prononcer parce qu'en fin de compte, tu te prononces par rapport à ce que tu penses et ce que tu ressens. Mais oui. Donc forcément, tu émets même si tu le dis pas, tu émets un jugement sur un camp ou sur l'autre. Il est clair que... Tout le monde a perdu ici. Moi, je vois pas l'intérêt de rester comme un légume sur un lit pendant 20 ans. Je vois pas bien ce que ça peut apporter à personne. Après, sur ce que tu dis, les directives anticipées, moi j'ai du mal aujourd'hui à faire partie de ces gens où je dois penser à ma mort, où je vais aller écrire ce que je veux, je dois aller acheter ma concession au cimetière. On n'a pas trop de choix en même temps. Oui, mais on le fait pour nos enfants, pour pas que les familles, les enfants se retrouvent dans ces cas-là. Moi aussi, ça m'embête de penser à ma mort, mais la mort, ça fait partie de la vie, et j'aime mes enfants. C'est pas pour moi, c'est pour ceux qui sont après. On se dit, on n'a pas envie qu'ils soient comme ça, que les familles qui se déchirent. Franchement, si on peut éviter cette souffrance-là, en plus de la souffrance de la mort, du deuil, et au moins que tout le monde soit au clair, que personne ait à prendre en charge cette décision, à penser à notre place. Enfin voilà, moi, en tout cas, écrit tes directives, toi cas, je pense que je vais le faire. En tout cas, j'en parle. Les gens autour de moi. Oui, mais lui, il en avait parlé. Mais tu vois, ça ne suffit pas parce qu'il en avait parlé à sa femme. Mais il faut l'écrire, effectivement. Il faut l'écrire. Oui, enfin, moi, très sincèrement, je déteste la médiatisation de cette affaire. Ah oui, c'est horrible. Je n'ai jamais supporté. Il y en a qui disent qu'il aurait suffi que Vincent Lambert exprime sa volonté pour qu'il n'y ait pas d'affaire Lambert. Sauf que les parents disent non, c'est pas vrai, ça n'est pas un légume. Donc je déteste ça. J'ai détesté la manière dont on traitait les parents Lambert. D'une manière un peu politique. J'ai détesté aussi l'exultation d'un de mes confrères quand il y a eu, en sens inverse, quand il y a eu une bonne décision de la Cour d'appel qui a parlé de la remontada, ce que j'ai trouvé particulièrement déplacé. Où que je tourne mon regard, cette médiatisation, je la trouve malsaine. Moi, je suis
partisan modéré de l'euthanasie, je suis partisan modéré de l'avortement et je suis un partisan modéré de l'abolition de la peine de mort. C'est compliqué la vie, c'est compliqué la mort et je trouve que les gens qui ont des idées bien arrêtées sur ces choses-là sont beaucoup plus intelligents que moi. Hein. Allez, dans un instant, mes chers grandes gueules, on va s'intéresser au fléau du harcèlement scolaire. On a appris que 2 collégiennes de 11 ans seulement en 6e, avaient été mises en examen pour avoir harcelé une de leurs camarades durant toute l'année scolaire. 11 ans. L'une des gamines est mise en cause pour violence aggravée. On va vous raconter cette histoire dans un instant sur RMC. RMC Story, à tout de suite. RMC, 9h midi, les grandes gueules.